Bonsoir et bienvenue au 8e épisode des Renards du Soccer. Je suis rejoint comme d'habitude par le co-animateur parfait, Mathieu Lemay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Adi, et toi? Ouais, ça va. Mieux que José Mourinho, j'espère. Ouais, effectivement, José Mourinho qui est plus en poste à Manchester United. En tout cas, on est là pour parler de MLS comme d'habitude. On va commencer notre premier segment qui sera la track de la semaine. Comme vous savez, la MLS... c'est fini depuis un certain bout. Donc, en fait, on n'a pas de match en tant que tel. On ne va pas discuter d'un match en particulier. Par contre, on va discuter des changements qui se sont passés en MLS. Il y a beaucoup de choses qui arrivent maintenant sur les médias sociaux par rapport au nouveau format des playoffs en MLS. Je vais donner mon avis. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà mon avis par rapport à ça, mais j'aimerais bien avoir l'avis de Mathieu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau format-là? Ben, on savait qu'il y avait des discussions par rapport à un changement de calendrier. La raison étant que la MLS voulait que les séries éliminatoires se terminent non pas en décembre, mais que la Coupe se dispute et que la saison se termine en novembre. Ouais, effectivement. On voulait terminer la saison plus tôt, d'abord pour des questions de température, bien sûr, de se donner peut-être un peu plus de marge de manœuvre dans l'entre-saison, mais surtout pour mieux se calibrer avec les congés des matchs internationaux. Pour les matchs internationaux. On sait que lors de la dernière saison, pendant les séries éliminatoires, on était interrompu par au moins 2 congés. Par des matchs internationaux et ça venait couper un peu le momentum des playoffs là, en MLS. Ça avait quelque chose de frustrant. Alors donc, la MLS discutait pour changer le format. C'est pas la première fois d'ailleurs que la MLS change le format et ça sera pas la dernière. Non. Je vous le dis tout de suite. J'espère pas. C'est pas un scoop. Non, ça ne le sera pas. Moi, je pense qu'ils ont voulu s'entendre au moins l'an prochain pour changer le format de façon à ce qu'il se termine en novembre. Ce que ça implique, c'est que dans les changements proposés, en tout cas qui vont avoir cours pour la saison 2019, on va avoir maintenant non pas 6 équipes par conférence qui vont faire les séries, mais 7. Et ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir les 2 meilleurs de chaque conférence qui vont réussir à passer au tour suivant, cette fois, seulement le champion de conférence va avoir le droit de passer au tour suivant, tandis qu'il va y avoir 6 autres équipes qui vont se disputer un match de premier tour. Et ensuite, l'autre changement qui, lui, apparaît, selon moi, assez radical, il faut le dire, c'est que il n'y aura plus de matchs aller-retour, ce sera tous des matchs de barrage, un peu comme dans les formats de coupe en Europe. Il va se disputer qu'un seul match et le gagnant passe au tour suivant. Et en plus, ça va se faire à peu près à tous les 3 jours. On va sauter d'un tournoi à l'autre, alors on n'aura pas le temps de souffler. Moi, ma réaction initiale, c'est que, on veut toujours donner la chance aux produits, mais je comprends qu'il y a des pour et des contre et j'ai l'impression que la MLS fait là peut-être juste un premier geste pour justement s'ajuster à ce calendrier-là et apporter d'autres ajustements par la suite pour voir ce que ça donne après. Et moi, je comprends l'intention derrière et c'était justifié. Les congés internationaux, on l'a dit, ça brisait le rythme. Ça, amplement ça d'accord. on était d'accord. Mais en attendant qu'il y ait peut-être d'autres solutions, comme probablement justement disputer peut-être plus de matchs dans le calendrier régulier, peut-être rétrécir le calendrier de ce côté-là. En attendant qu'on fasse ça pour peut-être ramener un format aller-retour, parce que ce format-là de match, juste un peu style barrage, c'est pas mal comme idée, mais en même temps, je sais que je connais un peu ton idée là-dessus, je vais te laisser t'exprimer là-dessus. C'est vrai que c'est risqué. Il y a un revers de la médaille à ça. Et je vais te laisser en parler parce que je dis ça parce qu'on en a parlé à la radio hier, mais bon, on va y avoir l'occasion de revenir un peu plus tard. Mais donc, vas-y, Adi. Effectivement, en fait, on en a parlé hier à la radio avec Média Maghreb, avec Karim qui nous a reçus, qui te reçoit d'habitude chaque semaine. Ouais, mais tu étais l'invité de l'émission. Exactement. On en a parlé, en fait, ce que moi je trouve aberrant, c'est qu'en fait, maintenant, c'est les fans qui vont écoper avec ce nouveau format des playoffs. Donc, le problème, c'est que si jamais notre équipe, ou quelle que soit l'équipe, je ne parle pas spécifiquement d'une équipe en particulier, je parle des équipes qui ont un peu moins de budget. Je ne parle pas des Atlanta de ce monde ou des Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC. Je parle plus des joueurs, des équipes qui ont un plus petit budget. Je parle de Real Salt Lake, je parle de l'Impact de Montréal ou des... Je ne dis pas qu'ils ont de trop petits budgets, mais ils n'ont pas d'aussi grands budgets que ces grosses équipes-là. Ces équipes-là, logiquement, vont se qualifier entre la 5e et la 7e place, 4e et la 7e place. Et le problème, c'est qu'avec ces matchs sans un match aller-retour, c'est les fans qui ne vont jamais avoir
de matchs à domicile durant les séries éliminatoires. Et moi, je trouve que c'est anormal. On essaye de faire en sorte à ce que la MLS atteigne un nouveau niveau. On essaye de faire en sorte à ce que la culture soccer soit répandue en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. On essaye de faire en sorte que les autres pays dans le monde commencent à nous prendre en considération. Et puis là, on vient dire, ouais, mais vous, les fans qui sont les personnes qui vont faire le plus de chatter, excusez-moi pour l'anglicisme, mais ceux qui vont parler le plus sur les médias sociaux et ainsi de suite, c'est les fans. Donc, si les fans font en sorte qu'ils sont mis de côté durant ces matchs de séries éliminatoires, quel effet sur la MLS? Après, bon, je comprends. Je pense qu'il y avait d'autres choses à essayer. Je pense qu'il y avait soit une réduction des matchs de saison régulière, soit le fait de faire plus de matchs en semaine durant la saison régulière. Je pense qu'il y a plusieurs leviers que la MLS aurait pu donner. Il y a une autre chose aussi sur le format dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais dans l'ancienne version, à partir du deuxième tour, il y avait quelque chose qu'on appelait le reseeding. Donc, en fait, ce qui se passait, c'était que le plus haut placé durant la saison régulière, à partir du deuxième tour, jouait contre le plus bas classé. Donc, c'était pas en fait des matchs déjà prédéfinis. Donc, le bracket n'était pas déjà prédéfini. Donc, ce qui se passait, c'est qu'au deuxième tour, tout pouvait se chambouler. Cette année, il n'y aura plus ça. Donc, ce qui veut dire que c'est possible qu'effectivement, on n'est pas le premier contre le septième si le septième a gagné et le premier a perdu, a gagné. Non, peut-être qu'on peut se retrouver avec le premier et le cinquième, dépendamment de comment ça va se passer de ce point de vue-là. Donc, oui, je te repasse la parole. Oui, mais c'est bien, je suis souscrit à ton point de vue. J'ai l'impression, moi, qu'ils ont fait ce changement-là pour les playoffs parce qu'ils pouvaient le modifier. Le calendrier régulier, donc de resserrer un peu, comme on disait tantôt, peut-être qu'ils ne pouvaient pas le faire cette saison parce que probablement que le calendrier a été fait. Ce que ça reflète, ces changements-là, parce qu'il y a une certaine époque, la finale avait lieu en novembre. Ouais. Ça va dans la suite justement du développement de la MLS, en particulier au niveau de l'expansion. On a de plus en plus d'équipes, donc il va y avoir d'autres changements qui vont se faire, que ce soit pour le mode de calendrier régulier, mais aussi pour les séries éliminatoires. Je pense pas que ce modèle-là qu'on va voir en 2019, c'est une fin en soi. Je pense que c'est une étape importante, mais une étape pour voir ce que ça va donner comme format, et ensuite, on va peut-être recalibrer en fonction des nouvelles équipes qui vont arriver, parce qu'on va arriver un jour à 28. On pourrait arriver, j'en ai parlé aussi hier soir, peut-être un format où, pendant la saison régulière, les équipes de la conférence Est jouent toute la saison l'un contre l'autre. Puis après ça, le format des playoffs fait que tu tombes en finale contre une équipe de l'Ouest et le meilleur de l'Est. Par exemple, un peu comme au baseball, Ligue nationale, Ligue américaine. J'évoque ça, là, c'est hypothétique, mais on pourrait en arriver là, surtout quand on va se retrouver à pas loin de 30 équipes. Donc, c'est une étape, mais je suis d'accord, des voyages de 3 jours en fin de saison, l'équipe locale la plus forte est favorisée, et on a vu depuis que la finale en 2012 est disputée chez le club qui est le plus haut placé. On a 5 victoires, 2 défaites depuis 2012 pour l'équipe locale. En tout cas, il n'y a plus ce phénomène de parité. En fait, c'est parfait. C'est ce qu'on a à dire sur ce segment-là. C'est sûr, on peut en parler pendant des heures et des heures. Il y a plein de polémiques là-dessus. Moi, je suis d'accord avec Mathieu. On risque d'y revenir. Je suis d'accord avec Mathieu que, on va donner la chance aux coureurs. On va voir ce qui va se passer cette année. J'espère que la MLS ne va pas avoir peur de faire d'autres changements dans le futur. Je ne pense pas qu'ils auront peur. Et je suis sûr que c'est un projet qui va évoluer au cours du temps. Donc, ça va clore notre premier segment de cet épisode-là. On prend une petite pause, on revient tout de suite avec le prochain. De retour à l'émission Les Renards du Soccer pour notre deuxième segment, le renard bleu. Parce que oui, encore une fois, l'Impact a trouvé encore le moyen de faire parler de lui dans les médias. Ça bouge. Bon, ça bouge aussi dans le reste de la MLS. On aura l'occasion amplement d'y revenir éventuellement. Mais l'Impact a continué à bouger, même si c'est pour l'instant, on est encore un peu sur notre fin, mais il faut être patient, je sens que ça va venir. Toutefois, on a eu un mouvement de personnel. Chris Duval, le défenseur latéral droit, qui est passé au Dynamo de Houston en échange d'un choix du Superdraft là, pour la saison 2020. Toi, Adi, tu as réagi comment dans cette transaction-là? J'ai vu sur les médias sociaux que les gens pensaient à pouvoir obtenir plus, mais toi, ta réaction, ça a été quoi? Très sincèrement, si je me rappelle bien, Duval, c'est un choix de 3e tour, donc on s'entend que déjà au premier tour, on ne trouve pas grand monde. Mais on a trouvé Ken Kroliki l'an passé. C'est au 2e tour, Ken Kroliki. C'est pas 3e? Non, c'est au 2e tour. Donc, déjà au premier tour, d'habitude,
l'Impact de Montréal n'a jamais eu vraiment les ressources nécessaires pour faire le recrutement comme il faut, pour aller chercher quelqu'un d'intéressant au premier tour. Avoir quelqu'un au troisième tour, c'est comme... bon, on se dit après, on va choisir quelqu'un, puis s'il se développe, c'est bien. Si il ne se développe pas, ben, tant pis. Mais je pense que Chris Duval a quand même montré comme quoi il était capable d'être une option quand même assez intéressante. Oui, il a eu de mauvais matchs, mais il a quand même eu aussi de bons matchs. On se rappelle du fameux 1-2 qu'il avait fait avec Zemaili l'année passée. On se rappelle de comme quoi il a été quand même assez bon l'année passée en 2017. Donc, je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus. Si c'est pas un choix de premier tour, peut-être de deuxième tour, ou bien avoir un peu d'argent d'allocation. En tout cas, je pense qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu être un peu mieux. Après, d'un autre côté, il faut aussi voir, il a à peine joué en 2018. Donc, on s'entend que sa valeur a baissé considérablement. Puis quand il a eu sa chance avec Rémi Garde, ça n'a pas semblé un bon fit, si je peux dire. Non, vraiment Ça a semblé plus difficile cette saison. Mais ça n'a pas été le seul changement cette semaine. Ouais. Chris Duval est parti, mais quelqu'un est arrivé. Ouais. Et un peu contre toute attente, l'Impact se retrouve avec un nouvel entraîneur des gardiens pour remplacer Joël Batz, qui a monté en grade et qui est devenu l'entraîneur adjoint de Rémi Garde suite au départ de Maxence Flachès. Il s'agit de Rémi Vercoutre, ancien gardien de Lyon et du Stade Malherbe de Caen, entre autres, en Ligue 1. Il n'y a pas si longtemps que ça, Rémi Vercoutre était consultant sur la chaîne Canal+. La chaîne Canal+, qui est depuis récemment accessible ici au Québec, alors peut-être certains ont eu l'occasion de le voir, mais Rémi Vercoutre a accepté de venir se joindre à Rémi Garde pour devenir le nouvel entraîneur des gardiens. Ça sera dans la continuité de ce que Joël Batz a apporté. Tellement. On a dit notamment lors du communiqué de presse sur l'embauche de Rémi Vercoutre que Joël Batz il vieillit, ça commence à être physiquement un peu difficile d'entraîner les gardiens, mais Vercoutre, il connaît bien. Batz va probablement être pas loin derrière lui. C'est une solution de continuité intéressante. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Rémi Vercoutre comme entraîneur des gardiens de but avec l'Impact? Ben, en fait, j'ai suivi Rémi Vercoutre durant presque toute sa carrière, en fait même toute sa carrière, parce que bon, je suis quelqu'un qui observe beaucoup la Ligue 1. Mais c'est un peu notre époque où on suivait le foot, le soccer plus jeune aussi. Ouais, effectivement, mais c'est ça, vu que j'ai aussi quelques affinités avec la Ligue 1, ce qui fait que oui, je suis souvent Rémi Vercoutre et la Ligue 1 en général. Puis ça a été un très bon gardien, ça a été un gardien qui a été longtemps deuxième gardien à l'Olympique Lyonnais derrière Grégory Coupé. Coupé, qui lui, maintenant est devenu entraîneur de gardien à Lyon. Qui a succédé à Batz, d'ailleurs. Qui a succédé à Batz, effectivement. Et Vercoutre a donc, dans sa nature de deuxième gardien, après il a été premier gardien à Lyon, puis après à Caen, il a eu cette chance de pouvoir communiquer. Communiquer non seulement avec les jeunes pour les former, parce qu'en tant que deuxième gardien, le rôle d'un deuxième gardien est quand même très important, parce que c'est lui qui crée la liaison entre le premier gardien et les jeunes gardiens. Parce qu'on s'entend que les gardiens, c'est un peu un groupe à part dans le groupe. Donc, ce deuxième gardien-là, en premier, c'est lui qui crée la concurrence au premier gardien. Donc, c'est lui qui doit le pousser jusqu'à ses limites. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est aussi ce qui est le rôle d'un entraîneur de gardien. Donc, il est déjà à l'aise dans ce rôle-là. Et d'un autre côté, aussi, c'est de pousser les jeunes et d'être la liaison entre ces jeunes-là et le gardien titulaire. Et ce qui est aussi le rôle d'un entraîneur de gardien. Donc, il n'arrive pas complètement en terrain inconnu. Et pour les gens qui pensent qu'il vient avec zéro expérience, on voit Grégory Coupé aussi, il est arrivé sans aucune expérience et il est à Lyon. Et ça se passe très bien avec Anthony Lopez à Lyon. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour Rémi Vercoutre. D'un autre côté, il faut faire attention parce que Rémi Vercoutre, c'est quand même quelqu'un de très exigeant. Moi, je l'avais vu souvent quand il était joueur. Il n'a pas honte de vraiment crier sur sa défense. Est-ce qu'il va donner ça? J'ai senti que Bush, de temps en temps, il est un peu trop calme avec ses défenseurs. Peut-être qu'il pourrait l'aider à avoir ce petit feu-là et ce petit coup de punch qu'il peut donner à ses défenseurs. En tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose de positif. Et puis, comme tu l'as dit, Batz, c'est pas loin. Donc, ça va aider. Ce qui est certain, c'est que ça va faire avec Batz une puissance vocale de plus sur le banc pour les arbitres. Parce que Rémi Vercoutre ne se gêne pas, lui non plus, sur ce plan-là. Dernier point pour conclure le segment. On a entendu sur Ignacio Piazza, en fait, qui a déclaré, notamment sur une version du site en espagnol de la MLS, que ça allait être, en 2019, sa dernière saison avec l'Impact de Montréal pour la star argentine. Beaucoup de gens ont réagi par rapport à cette déclaration-là. Moi, je préfère, je vais dévoiler mon avis je vais révéler mon avis tout de suite, en fait.
je pense qu'il ne faut pas s'en faire avec cette déclaration. On sait que c'est effectivement la dernière année de contrat avant l'année d'option pour Ignacio Piatti. Il ne rajeunit pas. Je pense que si l'Impact s'attend à ce qu'il quitte après cette saison, j'espère qu'en tout cas, s'ils ne l'ont pas fait, ça serait une négligence complète, qui prévoit à l'avance de trouver une superstar pour l'an prochain pour le succéder. Parce qu'on sait, Ignacio Piatti s'en est jamais caché, il veut finir sa carrière à San Lorenzo, son club de cœur en Argentine. Il va retourner dans son village là-bas. C'est quelqu'un de très simple. C'est une des raisons aussi pourquoi les gens de Montréal l'aiment beaucoup. Ouais. C'est pas quelqu'un qui fait des vagues. C'est ça, très terre à terre, très accessible quand on lui parle. C'est pas quelqu'un qui s'enfle la tête ou qui a des caprices de star. On pouvait pas rêver mieux ici à Montréal, dans le fond. Donc, à un moment donné, il faut envisager qu'il nous quitte. Oui, effectivement. Mais aussi, ça peut être aussi en sorte de mettre un peu de pression sur l'Impact de Montréal en leur disant, vous voulez que je reste, offrez-moi quelque chose d'encore bien, d'encore mieux que ce que j'ai maintenant. Ouais. Après, est-ce que Joey va vraiment accepter ça? Je le doute très fort. Mais donc, il veut gagner cette année. Il l'a dit aussi dans sa déclaration. Donc, ça pousse aussi la direction à recruter un peu. On espère, on croise les doigts. On croise les doigts. Mais en tout cas, il ne faut pas paniquer avec ça. C'est là-dessus, donc, on va conclure notre second segment du Renard Bleu pour notre épisode. Mais restez avec nous. On va passer au troisième segment, les à côté du gibier, dans quelques petites secondes. Nous sommes de retour à l'émission Les Renards du Soccer. C'est l'heure de notre troisième segment, les à côté du gibier. Et on a préparé pour vous un petit reportage au studio Média Maghreb à Montréal, où nous avons préparé pour vous une entrevue avec Karim Djibri. Nous sommes actuellement en direct des studios Média Maghreb à Montréal en compagnie de Karim Djibri. Karim, bienvenue à l'émission des Renards du Soccer. Merci beaucoup d'être là. Première question, en fait, qu'on voulait, moi en tout cas moi-même, que je me posais, parce que ça fait un peu plus d'un an que j'ai la chance d'être ton invité à ton émission de radio de Média Maghreb Sport comme consultant régulier pour parler du soccer, l'actualité de l'Impact, mais aussi du soccer africain. Mais je voulais savoir comment cette aventure-là, pour toi, en termes de couverture sportive et animateur radio, ici à Média Maghreb, a commencé? Ben moi, j'ai commencé ici en parlant de sport maghrébin en général. On parlait aussi de foot européen aussi. Mais après que l'Impact... Donc, on cherchait, on attendait avec impatience que une équipe ici, parce qu'on sait qu'ici, il y a plein de Maghrébins, d'Africains, de Latinos, d'Européens qui sont là. Et donc, il fallait une équipe de soccer ici de haut niveau afin que tout le monde s'y met pour aller voir ces rencontres ou n'importe des tournois ou n'importe quoi. Donc, moi, à la radio, j'ai commencé à parler de l'Impact justement quand cette équipe s'est affiliée à la Ligue MLS. Donc, quand elle s'est affiliée, donc j'ai programmé l'Impact dans toutes mes émissions. J'ai commencé à parler de l'Impact et à parler aussi pour l'intérêt, parce qu'on recevait beaucoup de messages concernant cette équipe de l'Impact, surtout avec l'arrivée de Safir Taider. Ça a donné comme un buzz à la communauté maghrébine ici présente à Montréal. Donc, ce qu'on faisait ici, c'est qu'on donnait les dernières informations de l'Impact de Montréal au niveau de la MLS, où acheter les billets, tout ce qui concerne l'Impact de Montréal. Donc, après ça, j'avais des invités ici pour parler justement de l'Impact de Montréal. Et pendant une année à peu près, j'ai eu l'occasion de te connaître et de t'inviter ici pour justement approfondir notre discussion. Parce qu'on commence toujours à 21h15 jusqu'à 22h, donc on a 45 minutes pour parler de l'Impact de Montréal. Donc c'était une occasion de réserver la plupart de mon émission à parler de l'Impact de Montréal. C'est ça qui a donné qu'on a de 45 minutes, donc 30 minutes juste pour l'Impact de Montréal. Il reste 15 minutes, on parle un peu des championnats maghrébins, des championnats européens aussi, des événements sportifs à travers le monde aussi.
Parfait. En fait, moi, j'avais une question un peu plus spécifique. Tu as parlé en fait, l'impact de Montréal, comme quoi tu attendais cette équipe-là avec impatience, puis qu'une fois qu'elle est rentrée en MLS, tu as commencé à vraiment en parler dans ton émission. Est-ce que toi, en tant que Montréalais, je suppose que tu es à Montréal, est-ce que tu es un supporter, tu es quelqu'un qui va souvent au match? Je sais que tu faisais souvent les entrevues d'après-match, je voyais sur Twitter, comme quoi tu faisais des entrevues d'après-match où tu allais filmer les réactions des joueurs, et ainsi de suite. Donc, toi, tu es quelqu'un qui suit ça, qui va au stade régulièrement. Tu sens partisan quelque part? Oui, je suis très, très partisan. En même temps, je suis journaliste ici à Radio Média Maghreb. Ouais. Donc, en général, j'assiste à tous les matchs ici au stade Saputo, au stade olympique aussi. Ouais. Et Média Maghreb, nous, on couvre les matchs de l'Impact au niveau des matchs du nord de l'Amérique, genre Boston, New York, Washington, Chicago. Donc on y va à ces endroits qui sont au nord. Okay. Au sud, c'est plus dispendieux, ouais. Donc c'est compliqué aussi avec le travail qu'on fait. Donc moi je suis très très heureux d'avoir une équipe en MLS parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des Africains ici, il y a des Latinos, il y a des Européens, des gens qui sont nés, qui ont le soccer qui coule dans le sang. Donc on était ravis d'avoir une équipe ici qui fait partie de la Ligue MLS, ce qui nous a donné l'occasion aussi de suivre cette équipe, d'aller au stade pour suivre cette équipe. Et d'inciter les Maghrébins aussi, les Africains aussi qui nous écoutent. Parce que n'oublie pas que notre émission déjà en français, tant que Mathieu est avec nous. Donc avant c'était en arabe, donc on a de la misère un peu à passer notre message à d'autres communautés. Mais pour le moment, donc l'émission est en français. Donc les Québécois, les Africains, les Européens, tout le monde nous écoute. Donc ça donne l'occasion à tout le monde à comprendre notre message qui consiste à suivre cette équipe de l'Impact. On est, comme j'ai dit, on est ravis d'avoir une équipe en MLS, une équipe dans le championnat de haut niveau. Donc avec l'arrivée aussi de Safir Taider, ça nous a donné la permission, l'occasion aussi de l'inviter ici au niveau de nos studios aussi. On l'a invité aussi, donc pour donner un peu... Ça s'est passé comment en fait avec Safir Taider? Justement, ça s'est bien passé. Il était assis là, on a fait une entrevue. Ça a donné une opportunité aussi aux Maghrébins qui hésitaient un peu à aller au stade après qu'on ait invité Safir Taider, après qu'il est venu aussi jouer avec l'Impact. Donc tout le monde était hésitant, est-ce qu'il va vraiment venir, il va pas venir. Et quand le monde a vu que vraiment Safir Taider est là au studio, donc les communautés maghrébines les gens commençaient à acheter des billets. Des fois on reçoit des messages qu'on croit où on achète des billets, on leur donne le numéro de téléphone de la billetterie de l'Impact de Montréal. Donc ça nous a fait plaisir d'avoir l'international ici au studio, et ça nous a fait plaisir aussi de booster un peu, de faire la publicité pour l'équipe de montréalaise bien sûr, pour que bien sûr le stade soit toujours plein. Et on a remarqué aussi qu'il y ait des drapeaux algériens au stade Saputo. Donc ça a prouvé que notre message est passé, et on a répondu à travers nos émissions ici. Quand on parle de l'Impact, donc le message était parce que on recevait toujours des questions concernant la billetterie et tout, comment faire, mais après avoir répondu par la présence de Safir Taider, donc les gens étaient intéressés à aller au stade. Donc ce qu'on a vu, c'est la présence des Maghrébins au stade de Saputo. On était ravis de voir ce résultat jusqu'à maintenant. J'espère qu'il y aura d'autres peut-être Maghrébins qui vont... C'est ma question, tu me devances, Karim, tu me devances. En fait, ma question, c'est en fait, si jamais on spécule, là, on spécule. Si jamais on va penser au prochain joueur maghrébin à rejoindre l'Impact de Montréal, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as un désir déjà? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu verrais bien quelqu'un rentrer dans ce nouvel univers, en fait, qui est la MLS? Non. J'allais dire Mahrez! Non, Mahrez, ce sera compliqué. Je pensais plus à Benatia, par exemple, qui pourrait, qui est 32 ans, qui exactement.
Et C'est dans la bon, fin de Juventus, carrière, il là. est sur le banc de touche, il s'approche de la retraite, mais peut-être l'année prochaine, pas l'année prochaine 2019, peut-être 2020, il va s'intéresser à la MLS. Pourquoi j'espère pas à bien. Montréal? Parce que c'est francophone, Ouais. il y a beaucoup de Marocains ici, donc ça va faire un Algérien, un Marocain. C'est sûr, moi je te dirais qu'à peu près 5000 Maghrébins ils vont être au stade, c'est sûr bah et oui. certain. Ouais. Avec Benatia et Safir Taïder, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de... Ben, c'est ça, surtout que Benatia est passé par de très grands clubs. C'est quand même un très grand nom aussi de la sélection. Un Tunisien dans le lot, on aurait le trio parfait. Moi, ma prochaine question, qui est un peu en lien avec ce que tu viens de dire, tu as parlé de Safir Taïder. À t'entendre, c'est un ambassadeur hors pair pour les gens du Maghreb à Montréal. Mais justement, ça met en lumière un aspect que, quand tu disais on ne croyait pas que Safir Taïder allait venir ici, et tu m'avais souligné, je m'en rappelle, hors d'onde, qu'il y a des gens, des fois, qui hésitent un peu à prendre la MLS au sérieux. Et d'ailleurs, même en Algérie, l'arrivée de Safir Taïder a laissé beaucoup de personnes perplexes là-bas. Et moi, je sais que tu parles positivement de la MLS et que tu fais campagne pour parler de la Ligue. Alors justement, si toi, tu devais la vendre aux Maghrébins au même titre qu'un Safir Taïder le vend sur le terrain, qu'est-ce que tu dirais pour convaincre les gens que la MLS, c'est quelque chose qui vaut autant que d'autres ligues là, à travers le monde, sans être obligé de se comparer aux grandes ligues européennes, là, et qui ferait que justement des joueurs du Maroc ou de la Tunisie, du Maghreb, seraient intéressés à venir jouer ici, et pas juste parce que c'est Montréal, c'est francophone et c'est multiculturel. Justement, Safir Taïder a déjà parlé, il a dit qu'il y a quelques joueurs qui sont intéressés. Il a déjà parlé, il a dit qu'il y a des joueurs algériens, internationaux algériens qui sont intéressés. Ils ont parlé de la MLS, comment ça marche et tout. Ça veut dire qu'il y a déjà l'envie de venir ici, peut-être. Pourquoi Islam pas. Slimani, peut-être, non? Ouais. Slimani, peut-être, surtout que l'impact manque un peu. Je connais de profondeur. je connais quelqu'un que ça exciterait, moi. Belfodil Donc- ou bien? Ouais. Belfodil, oui, Belfodil il joue en Allemagne. Donc pourquoi pas Belfodil aussi, il joue en profondeur aussi, donc c'est intéressant de l'avoir ici. Donc ta question c'était, ouais c'est ça. En général, c'est l'ignorance, parce qu'il y a beaucoup de gens, soit en Algérie, soit au Maroc, soit en Tunisie, qui connaissent pas c'est quoi la Ligue MLS. Ils entendent parler de la Ligue américaine, mais pour eux, le soccer ici, c'est comme débutant, il n'y a rien ici, c'est champion américain, oublie ça. Et malgré, si tu vois la sélection américaine, c'est vraiment parmi les meilleurs au monde, parce que chaque fois qu'elle participe à une Coupe du Monde, c'est sûr qu'elle va au deuxième tour, c'est sûr que la Coupe du Monde en Russie, elle n'était pas là, l'équipe, mais c'est sûr que le niveau de la Ligue MLS a beaucoup progressé avec l'arrivée de plusieurs joueurs aussi africains. Il y a plusieurs joueurs internationaux africains qui participent, qui jouent en Ligue MLS. Ouais, leur nombre augmente à chaque année. Exactement. Donc moi je leur dis, c'est juste que il faut peut-être se renseigner, ne pas critiquer la Ligue sans la connaître. Avoir parce une que- certaine ouverture, en fait. Donc, Ben oui. effectivement, tu as complètement raison. Moi, c'est ça, je suis curieux. En tout cas, j'en vois de plus en plus mes collègues et ainsi de suite qui sont maghrébins et qui commencent à s'intéresser. Déjà, le fait qu'en finale, il y avait 73 000 personnes, c'est quelque chose qui attire le monde. Ah, OK, donc il commence à y avoir quelque chose. En tout cas, c'est vraiment très excitant à voir. Non, mais c'est pas beaucoup médiatisé au niveau du Maghreb. Surtout que, bon, c'est sûr qu'il y a des chaînes, il y a plein de chaînes là-bas de sport. Mais les gens, quand ils zappent, ils regardent la Ligue américaine, non, ils passent. Alors qu'ils ne sont pas renseignés, ils sont ignorants, ils ne savent pas c'est quoi le niveau de la Ligue MLS. Mais si, par exemple, dans les pays respectifs, donc Maroc, Algérie, Tunisie, si les journalistes, les gens incitent les gens à aller voir les matchs de la Ligue MLS, donc là, ça va changer. Avec l'arrivée de Safir Taïder, je dirais qu'il y a quelques Algériens qui sont intéressés quand même. Ils commencent à regarder la Ligue MLS. Il y en a même, j'ai vu quelques journalistes en parler au studio, en Algérie, au studio, parler de la Ligue MLS. Oui. Excellent. Donc avec l'arrivée de Safir Taïder, c'est sûr que ça va changer. Ça va changer à la vision des gens, comment ils voient la Ligue MLS, comment ils voient l'évolution de la Ligue MLS. Moi, personnellement, quand j'étais en Algérie, je ne connaissais pas cette ligue. Peut-être que je faisais comme les autres. Mais arrivé ici, quand j'ai vu le niveau qu'il y a au niveau de cette ligue, je dis, wow, vraiment, c'est un bon niveau quand même. Donc, je pense que les gens ne sont pas
informés ou veulent pas s'informer parce que quand en étant journaliste, il faut aller chercher l'information. Donc il faut aller voir. Taider, il est parti jouer en Ligue MLS. C'est quoi la Ligue MLS? Il faut aller chercher, pas comme quelques-uns qui ont dit que Safir Taider joue dans le championnat canadien. Donc c'est pas vrai, c'est pas un championnat canadien, c'est la Ligue MLS. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont mal informés. Dernière question, Karim, je sais que tu t'intéresses aussi beaucoup au soccer local depuis que tu es à Montréal. Et tu as beaucoup parlé de ces jeunes que tu vois, que tu as vu évoluer et que parfois l'Académie de l'Impact semble s'intéresser. Et il y en a qui sont d'origine maghrébine là-dedans, il y a des Africains et tout. Maintenant que l'Impact a une équipe professionnelle, est-ce que tu entrevois pour ces jeunes-là, il y a comme un espoir nouveau qui serait à long terme pour ces jeunes-là et qui encourageait aussi la communauté maghrébine à s'intéresser à la MLS beaucoup plus? Regarde, si on voit l'Académie de Montréal à partir du U8, on voit partout il y a des maghrébins. Je pense que les U8, il y a 3 ou 4, les U9, U10, U12, U14, il y a toujours des maghrébins. J'ai pu, moi, le constater. Il y a des Marocains, il y a des Algériens, des Tunisiens. Donc, je pense que d'ici 10 ans, on va avoir peut-être 2 ou 3 joueurs issus de la communauté maghrébine au sein de l'équipe A. Pourquoi pas? Karim, on va l'espérer que ce partenariat entre le Maghreb et Montréal et l'Impact se concrétise et prenne de l'ampleur dans le futur. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à l'émission. C'est très, très chaleureux. Merci de nous avoir accueillis aussi dans les studios de Média Maghreb. Merci Mathieu, merci Adi. Merci beaucoup. Avant de quitter, joyeuses fêtes à tout le monde. Effectivement, joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes à tout le monde et à toi aussi. Et merci encore. Et à la prochaine. Vous êtes toujours les bienvenus ici au studio de Média Maghreb. Merci beaucoup. C'est très apprécié, merci beaucoup. On retourne en studio pour la conclusion de l'émission. Donc j'espère que vous avez bien aimé ce reportage qu'on a fait à Média Maghreb. On a vraiment eu beaucoup de fun à participer à l'émission et à faire ce reportage avec Karim qui a été vraiment excellent avec nous. Très accueillant aussi. Exactement, très accueillant. Moi, j'aimerais juste vous dire que ce sera notre dernier épisode de l'année 2018. On va se revoir au mois de janvier en 2019 et pour de nouvelles aventures. Entre-temps, j'aimerais vous souhaiter de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une bonne année ou n'importe quelle autre fête que vous fêtez. Et puis, je vous revois, moi, en 2019. Oui, passez de beaux moments avec vos familles, vos amis. Passez surtout un très joyeux Noël et une bonne année 2019. Exactement. Et puis Mathieu sera avec moi, bien évidemment, en 2019. J'aimerais beaucoup prendre le temps de remercier encore une fois City Vision qui est tout le temps là avec nous, qui s'occupe de tout ce qui est production. Il y a David Dixot qui est ici à la caméra, qui est tout content, comme quoi il va avoir des vacances. J'aimerais aussi remercier Peggy Dieudonné qui est aussi présent aujourd'hui avec nous. J'aimerais aussi vous rappeler, n'oubliez pas, on a une chaîne on a une chaîne YouTube, Renard du Soccer. Veuillez vous abonner à cette chaîne-là. On est aussi disponible en audio sur la plateforme du CanFC. Merci à eux de nous faire confiance. Et on se revoit en 2019 sans faute. Au revoir. Bon, c'est bien meilleur, t'as vu, là. Moi, j'écoute David. Désolé, là. Là, non, mais c'est ça que tu veux. Non.